Bonjour à tous et à toutes, membres des médias. Merci d'être présents aujourd'hui à cette mise à jour concernant la session d'automne 2020 à l'Université Laval. Plusieurs d'entre vous se questionnent sur la façon dont nous allons accueillir les étudiants et les étudiantes à l'automne. Nous planchons sur cette question depuis plusieurs semaines déjà, et même s'il reste des incertitudes, nous sommes en mesure aujourd'hui de communiquer les balises qui vont guider nos prises de décision. Celles-ci sont dictées d'abord par la protection de la santé et de la sécurité, par des exigences de distanciation physique fixées par la Direction de la santé publique, de même que par les principes de fournir une expérience de formation la meilleure possible, un engagement indéfectible dans la société et une excellence dans la qualité de la formation. Chose certaine, les étudiants et les étudiantes peuvent continuer à s'inscrire à leurs cours en toute confiance. Nous serons prêts quand l'année universitaire 2020-2021 commencera en septembre. Nous allons leur offrir une session universitaire à la hauteur de leurs aspirations. Afin de nous assurer que tous puissent commencer ou poursuivre leur parcours universitaire en maintenant la distanciation physique, nous planifions un enseignement à distance dans la plupart des cours. Nous sommes des leaders canadiens de la formation à distance. Avant le déclenchement de la crise du coronavirus, nous offrions déjà 1117 cours à distance. Et donc, nous comptons nous appuyer sur notre environnement technopédagogique qui est excellent et éprouvé pour offrir une formation complète et de haute qualité. Et également, nous nous appuierons sur la compétence de nos enseignants, professeurs et chargés de cours qui ont développé une expertise vraiment hors du commun en formation à distance. Nous utiliserons les méthodes d'apprentissage qui permettent une grande interaction entre les enseignants et les étudiants, de même qu'entre les pairs. Nous prévoyons que la présence physique des étudiantes et des étudiants sur le campus sera réduite au minimum cet automne afin de respecter les exigences fixées par la Direction de la santé publique. Toutefois, comme la région de Québec est déjà entrée dans un processus de déconfinement, nous avons espoir que les restrictions s'allègent au fil du temps et si tel était le cas, nous envisageons un retour prudent des étudiantes et des étudiants qui le peuvent sur le campus. La priorité sera donnée aux activités d'enseignement pour lesquelles l'apprentissage à distance est difficile, voire impossible. Par exemple, les activités de formation pratique en santé, en médecine, en sciences infirmières et en d'autres disciplines, les ateliers d'enseignement, les activités de terrain et les laboratoires. Pour nombre d'étudiantes et d'étudiants, dont celles et ceux qui sont à l'extérieur du pays, le tout à distance sera la seule modalité d'apprentissage qui conviendra à leur réalité. Comme nous sommes l'université qui propose déjà la plus large offre de formation en ligne au Canada, nous saurons répondre à leurs besoins en offrant un grand nombre de parcours complets 100% à distance. Notre offre de services aux étudiantes et aux étudiants en ligne sera bonifiée cet automne afin d'offrir un maximum de soutien à distance. La réussite et l'accomplissement personnel et social des étudiantes et des étudiants nous tiennent à cœur. Nous sommes dédiés à leur offrir une solide expérience numérique et un accompagnement personnalisé. Les mesures que nous prenons pour préparer adéquatement la session d'automne sont exceptionnelles et elles sont guidées par le contexte actuel. Nous sommes aussi impatients que vous de pouvoir, dans l'avenir, renouer avec un campus vibrant au rythme de la vie de nos étudiantes et de nos étudiantes. Et merci. Donc, je suis maintenant prêt à répondre à vos questions. Ma question est au sujet de la cérémonie de collation des grades qui doit avoir lieu virtuellement. Si j'ai bien compris, vous allez faire en sorte de peut-être prévoir une cérémonie là, en présence éventuellement quand on le pourra. Oui, en effet, l'annonce que nous avons faite de tenir une collation des grades virtuelle était dictée par les circonstances. D'une part, plusieurs étudiants, environ 11 000 étudiants vont compléter leur diplôme, ont complété au mois d'avril leur diplôme. Et ces étudiants doivent recevoir leur diplôme parce qu'ils en ont besoin pour poursuivre leur vie. Les employeurs ont besoin de voir leur diplôme. Enfin, pour toutes sortes de bonnes raisons, ils doivent recevoir leur diplôme. Et on pensait que malgré qu'on ne peut pas être en présence physiquement, que ça valait le coup de marquer le moment, l'événement, par une cérémonie virtuelle. Maintenant, on a vu la réaction de nos étudiantes et de nos étudiants qui souhaitent avoir une cérémonie en présence. Et pour nous, on trouve ça touchant. Ce que ça signifie, c'est l'attachement
que les étudiants ont pour la cérémonie de la collation des grades, qui est le moment le plus important de l'année académique. C'est le moment où on célèbre l'accomplissement des étudiants qui terminent. Et donc, on s'est dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut faire une cérémonie virtuelle pour marquer le moment, parce que la vie continue, même si on est en confinement, et c'est important de marquer le moment où il se produit. Et donc, on va tenir une cérémonie virtuelle parce que ça va nous permettre d'envoyer les diplômes aux étudiants parce qu'ils en ont besoin. Mais dès que ça sera possible, on va consulter pour voir comment on pourrait faire une cérémonie qui serait intéressante, qui permettrait aux gens de se retrouver et de célébrer en personne l'accomplissement de la fin de leurs études. Pour mieux comprendre les implications d'avoir une session à distance cet automne, bon, on sait que vous allez le faire aussi pour la session d'été, j'aimerais que vous m'expliquiez quel impact a pu avoir la fin de session à distance pour cette session-ci qui vient de se terminer, en particulier pour tous les cours plus techniques, quand on pense aux formations en santé, notamment qui nécessitent beaucoup de travaux en laboratoire. Bref, quel genre de compromis vous avez dû faire pour terminer la session d'hiver en ligne et qu'est-ce que ça implique pour l'automne? En fait, ce qu'on a fait à la session d'hiver, c'est qu'on a réussi à compléter plus de 95% des cours qui avaient été entrepris et qui ont pu se compléter à distance de toutes sortes de façons. Vraiment, les ajustements, les accommodements ont été d'une grande diversité et d'une grande complexité. Mais je dirais la partie difficile, ce sont les stages en milieu de travail. Et les milieux de la santé ont été très perturbés par la crise du coronavirus et donc leur capacité à accueillir des stagiaires a varié dans le temps. Et à un moment donné, les milieux nous ont dit, là, on ne peut plus avoir les stagiaires dans nos murs. On vous demande de les retirer. Et donc, dans tous les cas, ce qu'on a fait, c'est en collaboration avec les milieux, mais aussi avec les organismes d'agrément, comme l'agrément de notre programme en médecine ou en sciences infirmières ou en psychologie ou en nutrition, on a regardé comment on pouvait faire des accommodements aux activités qui étaient prévues à l'horaire par des travaux complémentaires, des recherches personnelles, des interactions d'équipe, parfois des simulations avec des jeux sérieux, des modèles de simulation, comment aller chercher la formation pratique qui était manquante. Et avec les organismes d'agrément, on a eu des discussions pour reconnaître des parcours qui étaient complétés, mettons, à 70% et reconnaître que la validation de la session de formation pratique. À l'automne, on va utiliser des méthodes similaires. On va regarder tout ce qui peut être fait à distance et c'est la directive que les facultés ont reçue d'analyser toutes les formes de formation à distance qui pourraient être possibles. On a entendu hier le premier ministre dire qu'il ne souhaitait pas qu'à l'automne, les étudiants universitaires reçoivent leur formation à 100% à distance et qu'il allait étudier la question. Pour nous, ça, c'est très rassurant parce que nous, c'est ce qu'on est en train de faire, étudier la question et regarder comment on pourrait avoir des formations pratiques concentrées dans lesquelles on pourrait donner accès au laboratoire. On sait que depuis cette semaine, graduellement, on a commencé à redonner accès au laboratoire aux chercheurs, aux étudiants gradués, aux professeurs, aux techniciens de laboratoire, donc avec des modes de confinement, pas de confinement, mais de distanciation et d'hygiène particuliers qui ont été convenus avec l'Institut de recherche en santé et sécurité du travail. Donc, on a permis un retour au laboratoire entendu avec la santé publique. Donc, c'est en train de se faire. Et donc, on pense que par l'expérience acquise, par le retour au laboratoire en recherche, on va réussir aussi à déterminer des modes d'intervention qui vont permettre de respecter les principes de la distanciation sociale et de l'hygiène appropriée dans les circonstances pour donner accès à ces formations pratiques le plus possible. On sait que les gens de la santé, par ailleurs, dans leur travail, auront à interagir physiquement avec des patients infectés au COVID. Et donc, on doit les former pour ce faire. Et donc, dans ces cas-là, on va utiliser des équipements de protection individuelle pour permettre d'inculquer aux étudiants, futurs professionnels de la santé, les bonnes méthodes de travail pour permettre d'interagir en personne avec des gens infectés et donc de faire l'apprentissage pour ce faire en personne. Donc, ça fait partie de tous les développements qu'on est en train de réfléchir en ce moment, de toutes les choses qu'on est en train de mettre en place avec les facultés concernées.
Oui, j'aimerais savoir, par rapport à la session d'été qui se déroule aussi 100% en ligne, est-ce que vous avez observé une baisse des inscriptions par rapport aux années précédentes ou pas? Non, pas du tout. En fait, on a moins de cours qui sont disponibles. On a environ 94% du nombre de cours qu'on avait à la session d'été dernière, 2019. Par contre, on a près de 30% de plus d'étudiants inscrits parce que pour plusieurs étudiants, ils n'avaient pas beaucoup d'autres options cet été. Plusieurs ont perdu leur travail. Et donc, plutôt que de ne rien faire, c'est une bonne façon de s'occuper pendant le temps du coronavirus que d'avancer dans ses études. C'est une façon de ne pas perdre la période de confinement dans laquelle on est tous, mais de la mettre à profit pour progresser dans sa vie. Donc, si l'université est capable d'offrir cette option à les jeunes de cette génération, c'est quelque chose qu'on souhaite faire parce que ça va nous permettre, au terme de la pandémie, d'avoir plus de gens, de professionnels qui vont arriver dans le milieu du travail pour prendre la relève et assurer la suite des choses. Donc, on n'a pas eu cet été de baisse d'effectifs. Mais à l'automne, on a des craintes parce que là, toute notre clientèle internationale, on sait qu'avec les restrictions aux frontières, plusieurs ne pourront pas se joindre à nous physiquement. Et des nouveaux étudiants internationaux qui se joindraient à nous exclusivement à distance. On n'a pas fait ça beaucoup dans le passé, donc on ignore comment les effectifs vont se présenter à l'automne. Concernant justement les étudiants étrangers, on peut s'attendre, comme vous l'avez dit, avec les restrictions des frontières, que les inscriptions peuvent diminuer, mais également peut-être dans les résidences aussi de l'Université Laval. Jusqu'à quel point ça peut jouer sur vos finances publiques à l'Université Laval d'avoir moins de résidents en résidence et aussi peut-être moins d'inscriptions à l'étranger? C'est un enjeu, puis c'est la source de nos préoccupations, c'est certain. On a communiqué à la presse la fin de la semaine dernière que le manque à gagner des services auxiliaires, dont les résidences sont sans doute les plus importantes, le manque à gagner en non-fréquentation, malgré qu'on doive maintenir l'infrastructure puis les personnels permanents qui s'en occupent, plus la baisse de fréquentation qu'on peut estimer des étudiants internationaux. On a estimé à un manque potentiel de revenus de l'ordre jusqu'à 100 millions. On est en discussion très active en ce moment avec nos collègues des autres universités par le Bureau de la coopération interuniversitaire, en discussion donc avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour regarder comment on peut atténuer les effets de ces manques à gagner. Mais c'est clair que pour nous, les résidences sont toujours là. On doit les entretenir, on doit les maintenir fonctionnelles et on a actuellement environ le tiers du nombre d'étudiants qui sont là normalement. Donc, ça représente un manque à gagner substantiel. Juste une précision avant ma sous-question. Le manque à gagner, c'est le tiers des étudiants étrangers? Actuellement, non, les résidences sont occupées au tiers. La plupart des gens qui sont toujours là sont effectivement des étudiants internationaux. Les étudiants québécois qui étaient en résidence sont pour la plupart retournés chez eux ou ailleurs. Si je peux, une sous-question? Oui. Parfait. Pour ce qui est justement des inscriptions, les gens qui vont profiter du 100% en ligne, est-ce que les frais d'inscription sont toujours les mêmes que s'ils fréquentaient l'établissement ou il y a des coûts qui sont moindres pour eux? Non, ce sont les mêmes, comme dans les autres universités d'ailleurs, puis comme c'était le cas auparavant. L'Université Laval, avant la crise du coronavirus, livrait plus de 25% de tous ses crédits dans des formules qui contiennent une composante à distance, que ce soit en totalité à distance ou dans une formule hybride. Et on a la même structure tarifaire, puis on a la même qualité de cours et d'enseignement à distance et en présence. On a fait des investissements majeurs depuis 12-13 ans sur la formation à distance et on a énoncé il y a plus de 8 ans que pour nous, un cours, c'est un cours et on a la même attente, la même exigence de qualité pour les cours à distance que pour les cours en présence. Et les mêmes cours mènent au même diplôme. Donc, pour nous, c'est une qualité équivalente. Et donc, puis c'est la position aussi du ministère de l'Éducation que la tarification est la même.
Mais si je peux me permettre, euh, vous allez peut-être pouvoir épargner sur des frais d'établissement, d'entretien d'établissement. S'il y a personne qui fréquente, est-ce que vous pourrez récupérer à ce niveau-là? Comme on l'a dit tantôt, oui, il va y avoir des coûts sans doute qui vont être moindres. Les congrès, les déplacements, il y a des choses qui ne se passent pas en ce moment. Mais comme je l'ai dit, il y a des revenus aussi qui sont à la baisse et qui font plus que contrebalancer la diminution des coûts. Donc, la question du budget, c'est quelque chose qu'on suit, je dirais, trimestre par trimestre cette année et avec lequel on est en discussion constante avec le ministère de l'Éducation pour arriver en fin d'année avec un budget qui s'équilibre. En attendant, on va passer à François Catapan, Québec Hebdo, qui a une question écrite que je vais vous lire, M. Beauregard, et qui demande quelle est la situation dans les résidences étudiantes? Est-ce qu'il y reste des occupations et peuvent-ils y rester? Vous l'avez évoqué il y a un instant, mais... Oui, les résidences sont actuellement occupées environ à 30 Excusez. On a envoyé la directive que les étudiants pouvaient demeurer dans les résidences. En fait, pour le temps nécessaire, on s'ajuste avec les directives de la santé publique, mais on ne voit pas à ce moment-ci d'indication qui ferait qu'on aurait à demander aux étudiants de quitter les résidences. Pas du tout. Et donc, on n'a aucune indication dans ce sens-là. Donc, les étudiants peuvent continuer d'occuper les résidences dans l'état actuel. On est très heureux de n'avoir constaté aucun cas, aucune éclosion du COVID-19 dans les résidences. Donc, ça signifie que la gestion du vivre ensemble dans les résidences, c'est bien fait et que la situation est sous contrôle dans les résidences. Donc, en principe, les étudiants qui y sont vont pouvoir y demeurer. 3, 4 pour cet automne. Est-ce que c'est seulement pour ceux qui doivent aller en laboratoire ou en stage que vous regardez pour un retour physique sur le campus? Est-ce que les autres étudiants, par exemple en sciences politiques, pourraient avoir accès à des cours en classe? Ça me semble clair. Considérant les contraintes, est-ce que je peux répondre à ce moment-ci? Oui. Considérant les contraintes de distanciation et de limitation d'accès aux locaux, on sait qu'avec les contraintes de distanciation, notre capacité de tenir des classes physiques en personne va être extrêmement limitée. On l'évalue entre 15 à 25 de la capacité habituelle. Donc, comme la capacité va être très limitée, la priorité va être donnée à tous les enseignements pratiques de type laboratoire, ateliers qui demandent des manipulations ou des ateliers qui demandent aux gens d'être en présence absolument. Donc ça sera la première priorité. On va d'abord assigner tous ces cours-là. Si on a une capacité au-delà de cela, une option que nous considérons, c'est d'utiliser l'enseignement comodal. L'enseignement comodal, c'est un enseignement qui permet d'une part d'avoir des étudiants dans une classe et en même temps des étudiants en ligne qui assistent à la présentation à distance. Donc, on a une classe virtuelle et une classe physique et les étudiants suivent en présence ou à distance le cours. Par l'enseignement comodal, on pense que ce serait possible si la direction de la santé publique nous autorise un retour physique en personne, d'avoir certaines formations en classe presque normalement. Il faut savoir que si la direction de la santé publique limite, par exemple, à 50 le nombre de personnes qui peuvent être en même temps au même endroit, ça veut dire qu'on ne pourrait pas avoir plus de 49 étudiants et étudiantes dans la même classe, puisqu'il y a un enseignant. Et donc, pour avoir 49 étudiants, ça prend une salle qui a la capacité d'avoir 200 étudiants, parce qu'on calcule une capacité de 25 %. Donc, imaginez une classe où il y a 50 personnes dans un amphi de 200, ça ne sera pas évident d'enseigner là. Donc, peut-être pour certains groupes, dans l'enseignement comodal, peut-être des groupes entre 20 à 50 étudiants qu'on pourrait avoir des cours en présence, mais ça va dépendre des directives de la santé publique, puis ça va dépendre de la disponibilité des salles de classe. Et c'est ça qu'on est en train d'analyser.
pour voir combien on pourrait avoir de classes en enseignement comodal. En fait, on compte doubler notre capacité d'enseignement comodal pour permettre, si la santé publique le permettait, d'avoir le maximum d'enseignement en présence possible, tel que les circonstances le permettraient. Mais pour ces mêmes cours, on veut maintenir l'option d'être à distance pour les étudiants qui ne pourraient pas être sur le campus, comme par exemple les étudiants internationaux. Good morning, Mr. Beauregard. Can you tell me a little bit in English about your plan for the fall and how you hope to guarantee students the same quality of education online that they would have had if they were present on campus? Yeah, our plan for this fall, this coming fall, is to provide teaching mostly from distance learning. We know Laval University has been a Canadian leader in distance learning. Before the COVID crisis, we were already providing more than 1,100 courses online. And so we've developed a great tool for digital learning. We have developed our own environment for technopedagogy. We have developed capacities and competence among our professors and lecturers to be able to deliver distance learning. So to us, we were heavily committed towards distance learning since at least 13 years now. And to us, a course is a course, and we expect the same quality, the same great experience of interaction through distance learning and from in-presence education. So our plan this fall is to provide mostly online learning if the possibility is provided by public health authorities to be able to reconvene for some classes, for example, laboratory or health science practical education and training, to be able to provide in-presence courses, limited amount of in-presence courses, of as much as will be possible, provided the distanciation indication provided by public health authorities. So we intend to provide mostly distance learning courses with as much as possible of courses that are very difficult to teach in any other manner than in presence, such as laboratories or health practical training and some other professional training that require to be in presence, such as chemical engineering. You have a follow-up? Yes, please. Can you tell me what financial impact you're expecting the university to bear given these changes, and will it require layoffs of personnel? We have two main preoccupations at this stage, and these are ancillary services such as the residence or sports facilities, where we still have our staff in place, but very limited revenues and much less revenues. And also the international student component. We know if transnational migration is impossible at this fall, if students cannot travel internationally, then we are worried that we might have a steady decrease in our international student enrollment. And those two components, ancillary services and international service enrollment, we've evaluated that it could sum up to potentially $100 million for us. And we are discussing with the Ministry of Education and also with other universities of Quebec. We have this conversation with the ministry to see how we can approach the budget and overcome these problems and these potential problems. So far we've had an excellent collaboration with the ministry, but yeah, we are worried. The only personnel decision we had to do was with the non-renewal of some temporary staff that were paid on an hourly base, on the basis of hours done. And if no work was done, such as in the sports facility or in the residence, well, then the contract
since the hours provided was at zero, the contracts were not renewed at their end. And so far, we have not made any other decision than that. But it's a worry that we have to make ends meet at the end of the year with the budget. And so it's a discussion we have with the ministry at the moment. And we're hopeful to get solutions, but so far there are still uncertainties. Did Mr. Beauregard say an 100 million short for 2020-2021? Est-ce que vous avez bel et bien dit un manque à gagner de 100 millions pour 2021? Potentially. It's our estimation of the missing revenues that we could face in the worst case situation. That would sum up, yes, to in the order of $100 million, potentially. We know we will have decreased expenses as well. And we know changes in this situation are very difficult to assess. So it's very uncertain, but it's the size of the worries that we have, and we want to make sure we manage the budget in a way so that we don't make a deficit at the end of the year or at the end of the operation. So yeah, there are potentially significant decreases in revenues, and we want to have the discussion, and we are indeed having the discussion with the ministry to see how we can deal with that.